Et on revient bien sûr sur l'accord commercial sur les droits de douane trouvé il y a un peu plus de 24 heures maintenant entre Bruxelles et Washington, copieusement critiqué depuis hier. Bonjour Julien Marcy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, chef économiste de Global Sovereign Advisory. Question simple pour commencer, on s'est fait avoir ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai qu'à première vue, si on se rappelle l'état de la situation à la fin de l'année 2024, ça semble lointain, mais ça ne l'est pas tant que ça. Côté américain comme côté européen, pour faire court, on avait des droits de douane très faibles en moyenne, autour de 3% de chaque côté. Alors, ce qui masquait quand même des différences fortes sur certains secteurs, il faut quand même le dire. Nous, Européens, on est historiquement plus protectionnistes vis-à-vis des Américains sur certaines filières agricoles, le lait par exemple, eux l'étaient sur d'autres, le textile, l'habillement, etc. Mais au global, c'était à peu près équilibré. Donc là, à première vue, 15% d'un côté, 0% de l'autre, on peut pas vraiment dire que ce soit équilibré. Ouais. Après, quand même, il faut remettre les choses en perspective parce qu'on a tendance à se focaliser sur notre relation États-Unis-Europe, mais il y a une différence marquée par rapport à ce qui a pu être décidé dans le passé, c'est quand même que cette fois-ci, l'Europe ne fait pas exception, c'est-à-dire que ce sont aussi des droits de douane qui sont imposés un peu partout dans le monde, ce qui veut dire que ça n'est pas un choc de compétitivité négatif uniquement pour l'Europe. Dit autrement, les pertes potentielles pour nos exportateurs ne vont pas se faire vis-à-vis de concurrents étrangers qui, eux aussi, voient leurs droits de douane augmenter. Mais plutôt, la question, c'est de savoir est-ce que les Américains ont davantage de capacité pour produire sur place. Et on va y venir, mais c'est pas faux de dire que Trump, en réalité, a taxé la planète entière. On ne parle pas que de l'Union européenne, là, enfin quasiment, mais ça va être difficile pour le consommateur américain qui aurait pu se dire ça va être trop cher d'acheter français, d'acheter allemand, donc je vais acheter, je sais pas quoi, sud-américain, mais en fait, ça va être quasiment les mêmes prix, non ? Complètement. Ouais. Donc c'est ça la grande question, c'est où est-ce que va se faire la perte de valeur? C'est-à-dire que sur ces droits de douane qui sont annoncés un peu partout, finalement, c'est est-ce que les entreprises exportatrices, qui sont souvent aussi des grands groupes multinationaux qui peuvent être américains, vont rogner sur leurs marges ou alors vont plutôt répercuter ces hausses de coûts sur les prix de vente. Et c'est vraiment le point le plus important. Donc, il y a plusieurs études notamment qui ont été publiées récemment par des réserves fédérales américaines, régionales. Et donc, elles aboutissent à des résultats qui sont un peu différents les uns des autres, mais en moyenne, ce qu'elles nous disent quand même, c'est que 50 à 70% de l'effet total serait répercuté sur le prix de vente. Donc, dit autrement, la majeure partie de cet effet sera supportée par le consommateur américain. Donc, ce qui voudrait dire que c'est d'abord un transfert de richesse du consommateur américain vers l'État américain. Et donc, ce sont eux les premiers perdants, a priori, même s'ils ne le savent pas encore. Est-ce qu'Ursula von der Leyen aurait pu faire mieux? Parce que quand on négocie pour 27, c'est quand même plus difficile que quand on négocie uniquement pour l'État qu'on représente. Complètement. C'est quand même la différence entre l'Union européenne ou un pays avec une économie beaucoup plus petite comme le Vietnam, par exemple. Nous, il y a quelques mois, en février, on s'était essayé à l'exercice de regarder de part et d'autre de l'Atlantique, filière par filière, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des droits de douane symétriques, c'est-à-dire 15% d'un côté et 15% de l'autre, ou 30, etc. Et la conclusion à laquelle on aboutissait, elle était en ligne avec ce que vous venez de dire, et donc pas très surprenante. C'était que si on faisait jouer les bienfaits du marché unique en Europe, finalement, on avait beaucoup plus de chances, nous, de trouver des alternatives parmi d'autres pays européens. Et donc, on était paradoxalement beaucoup moins vulnérables que les Américains face à un tel choc symétrique. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, on aurait peut-être pu montrer davantage de muscles pour éviter ce 15%. Vous le disiez, Julien Marcy, c'est vrai qu'on l'a peu entendu, donc j'aimerais que vous développiez là-dessus, mais le consommateur américain, c'est in fine quand même celui qui va trinquer, parce qu'il va de toute façon ne pas pouvoir se passer de certains produits essentiels. S'il doit racheter une voiture, ou enfin peu importe, ou acheter des produits pharmaceutiques, il va devoir sortir la carte bleue, sortir le carnet de chèques, et donc ça va lui coûter plus cher. C'est lui qui va être pénalisé par cette politique de Donald Trump. Complètement, mais encore une fois, ça n'a rien de surprenant. C'est-à-dire qu'on est peu ou prou dans le scénario de risque qui était mentionné pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que déjà à l'époque, Donald Trump annonçait des droits de douane de 10% à 20% pour tout le monde et 60% pour la Chine.
Bon, pour la Chine, on ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va atterrir, mais pour le reste du monde, on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et donc, à l'époque, c'était vu comme un scénario de risque très pessimiste pour les marchés financiers, pour l'économie américaine. Mais en fait, aujourd'hui, on y est. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est ça, c'est que petit à petit, une fois que les commerçants, les supermarchés aux États-Unis ajustent leurs prix, ce qu'ils ne font pas non plus tous les jours. En moyenne, dans un supermarché, je ne sais pas, on doit actualiser nos prix 3 à 4 fois par an. Donc petit à petit, le consommateur américain va ressentir cet effet. Il ne faut aussi pas oublier la nouvelle loi budgétaire qui a été votée en début de mois et qui fait qu'à partir du début de l'année 2026, eh bien, le citoyen consommateur américain, notamment ceux à bas revenus, vont aussi voir certaines aides sociales être rabotées. Et donc tout ça fait que c'est un contexte sociopolitique qui pourrait être un peu plus difficile aux États-Unis en début d'année prochaine. Et donc on peut aussi imaginer le fait que pourquoi pas Donald Trump revienne aussi sur une partie de ses accords et relance d'autres tensions commerciales à ce moment-là. D'autant plus qu'on a des élections de mi-mandat en 2026, politiques donc nationales et internationales qui pourraient in fine se retourner contre le président américain. C'est difficile à savoir. À ce stade, les sondages sont plutôt bons. Mais encore une fois, cette loi budgétaire, plus les effets un peu retardés dans le temps de ces hausses de prix, en tout cas, devraient peser sur le pouvoir d'achat. Et surtout le pouvoir d'achat, évidemment, des consommateurs aux revenus les plus modestes. Parce que ce sont eux qui consomment le plus de biens manufacturés importés en proportion de leur budget total. On le disait un petit peu plus tôt dans cette émission, mais on n'a pas entendu parler des services. Même, il est stipulé qu'il n'y aura pas de négociation sur les services. C'était quand même un levier important là, pour Bruxelles. C'était vraiment là-dessus, peut-être que les Européens pouvaient agir. Alors en fait, c'est un point important, mais parce qu'il y a les services et puis il y a beaucoup d'autres zones d'ombre. C'est-à-dire que quand vous regardez les communications de la Commission européenne à ce stade, plus le communiqué de la Maison-Blanche paru hier soir, ce qu'il faut dire, c'est que chacun des deux a ses zones d'ombre et en plus, les deux ne se regroupent pas totalement. Il y a des interprétations aussi. Exactement. Donc, par exemple, vous avez l'acier. Sur lequel, évidemment, les Européens disent à ce stade que les négociations vont continuer, etc. Alors que côté américain, on cite quand même le chiffre de 50% qui va s'appliquer. Il y a évidemment les services que vous mentionniez, où côté américain, dans le communiqué de la Maison-Blanche, eh bien, il est dit que les Européens ne taxeront pas ces services quand il n'en est pas fait mention côté européen. Et puis au-delà Chacun de tout a écrit son propre texte. Voilà, exactement. Et puis au-delà de tout ça, il y a toute la question aussi de ces engagements supposés en matière d'investissement, en matière d'approvisionnement énergétique, en matière d'armement, où là aussi les différences sont très nombreuses. Notamment sur l'armement, l'Europe n'en fait pas mention à ce stade quand le président américain a beaucoup insisté là-dessus. Sur les investissements, ça engage d'abord évidemment le secteur privé. Donc, pareil pour les énergies. On parlait avec Mathieu Pechberti qui suit ça pour BFM Business, notamment sur les énergies et sur le GNL, les achats de GNL. Donald Trump qui demande à ce que les Européens importent pour 210 milliards d'euros de gaz naturel liquéfié, en sachant que ça voudrait dire qu'il faudrait arrêter d'importer de partout ailleurs dans le monde, et en sachant que les Européens consomment aussi moins de gaz aujourd'hui. Donc tout ça paraît quand même très compliqué, et en sachant aussi que ce sont les entreprises, en fait, in fine, qui décident si elles achètent et où elles achètent, et non pas les États. Tout à fait. Alors, sur ce chiffre de, effectivement, 750 milliards d'achats d'énergie sur 3 ans, ce qui voudrait dire, effectivement, 250 milliards par an. Alors, pour avoir un peu de certains ordres de grandeur en tête, 250 milliards d'achats d'énergie en provenance des États-Unis pour l'Union européenne par an. Au total, l'Union européenne importe à peu près 350 milliards par an. D'accord ? Donc, ce qui voudrait dire que du jour au lendemain, on se mette à acheter à peu près 70% de l'ensemble de nos approvisionnements énergétiques, pétrole, gaz, etc., aux États-Unis, quand aujourd'hui on est à 60-70 milliards. Donc c'est à la fois ni souhaitable, parce qu'on dépendrait trop d'un fournisseur, et puis ni faisable, il faut le dire, puisque ça engage surtout le secteur privé. Donc, bien sûr. Pour conclure, qu'est-ce qui reste aux Européens ? Espérer pouvoir peut-être renégocier dans 6 mois, développer des partenariats avec d'autres régions du monde. Ça peut être des pistes, en fait, pour se sortir un petit peu de cette passe qui va être difficile. Mais c'est ça, parce que paradoxalement, en fait, le mot clarté a souvent été mentionné, notamment côté européen, mais le fait est que cet accord ou ce début d'accord
n'en apporte pas beaucoup. Hein, et donc, ce que ça veut qu'on dire, a un chiffre, voilà, on a ce 15% qui rassure notamment l'industrie automobile, mais... Oui, mais c'est pareil. Enfin, il y a censément certains secteurs qui sont exclus, mais les mentions sont assez vagues, les périmètres sont assez vagues côté européen, ils ne sont pas du tout mentionnés côté américain. Donc, rien ne dit que, en fait, dans 6 à 12 mois, si les Américains en voient la nécessité, quelle qu'en soit la raison, ils reviennent dessus. Et puis, évidemment, autre point, ce qui veut dire qu'il faut accélérer les négociations qu'on peut avoir avec d'autres partenaires. L'Inde, en 2050, aura une économie à la taille plus grande que celle des États-Unis. Donc, ça devient urgent d'accélérer avec ce type de partenaire. Revenir sur ces accords dans 6 mois, ça ne serait pas une première, ça ne serait pas une surprise non plus. Avec Donald Trump, on sait qu'on est habitué aux allers-retours avec lui. Merci beaucoup pour votre analyse avec nous ce matin. Julien Marcy, chef économiste de Global Sovereign Advisory.